Salut à tous, je suis Audrey, j'ai 30 ans et je vis depuis peu en Bretagne. J'ai eu la chance de voyager dans le monde pendant 3 ans tout en travaillant à distance en tant que freelance. Cette liberté et quête d'aventure m'a fait découvrir une activité incroyable et qui a sans doute bouleversé ma vie, la plongée. Je suis une grande amoureuse de la rencontre et de l'échange avec les autres. Ma curiosité et une nouvelle passion pour la plongée m'a donc poussée à créer ce podcast, La tête en mer. À travers ces interviews de plongeurs professionnels ou expérimentés, je souhaite partager avec vous la magie de ce qu'il se passe et ce que l'on vit sous l'eau. J'aimerais également mettre en lumière les plongeurs, ces personnes au profil atypique, dont les expériences et histoires nous font voyager vers un monde sous-marin que l'on connaît encore trop peu, mais que nous devons pourtant rapidement protéger. Bonne écoute et n'hésitez pas à liker le podcast, de partager un max et à suivre l'aventure sur la page Instagram La Tête en Mer. Merci à vous. Coucou Anne. Salut Audrey, Salut, tu vas bien? ça va et toi? Ouais, nickel. Bon, écoute, Anne, je suis ravie de te retrouver aujourd'hui et de te dédier un épisode de La Tête en Mer. Quand on Merci beaucoup. m'a Quand on m'a raconté ton parcours, je me suis dit que tu étais sans doute la femme avec le plus d'expérience en plongée que j'ai rencontrée jusque-là. Ok, Tu es, euh, Tu es instructrice depuis 10 ans, tu as des formations en plongée technique, en spéléologie, tu as été oui, directrice de croisière, tu as plongé en Indonésie, Madagascar, au Mexique, à l'île Maurice et dans plein d'autres endroits, tous plus magiques les uns que les autres, je pense. oui. Tu plonges même en lac en Suisse, là où tu habites actuellement, et tu as une spécialité qui n'est, je pense, pas commune, qui est la macro. Donc, Exactement. c'est par ce sujet que j'ai envie de commencer à discuter avec toi aujourd'hui, puisque lors de notre premier échange, je t'ai fait part de ma découverte d'un nouveau monde sous l'eau lors de ma première plongée. Et en fait, tu m'as dit qu'il y avait encore un autre monde à découvrir, celui de la macro, du tout petit. Est-ce que tu peux nous expliquer quel est ce monde que moi, en l'occurrence, je n'ai pas encore découvert? Alors c'est un peu normal. Disons qu'il faut déjà un petit peu s'habituer à la flottabilité, à la technique de la plongée, et puis surtout habituer nos yeux. C'est beaucoup un entraînement de l'œil parce que ben, la macro, c'est l'univers du tout, 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 tout petit et des animaux assez spectaculaires avec des couleurs souvent très fluo, très flash. C'est des mimétismes et des symbioses quand même assez époustouflantes. Et c'est vrai que bah, quand on est sous l'eau, bah, au début, on s'attache un petit peu à ce qui est gros, ce qui est normal, c'est ce qu'on voit le plus facilement. Et puis, bah, à un moment donné, on se dit que bah, il existe peut-être d'autres petites choses. Et puis, bah, souvent, on commence par les crabes, les crevettes, etc. Et en fait, on se rend compte que là, c'est encore tout un univers qui existe. Et c'est assez incroyable, en fait. Donc, ça peut aller du nudibranche. Il y a certains nudibranches qui sont un peu les limaces de mer, qui peuvent avoir la taille d'un grain de sable. Donc, c'est un peu particulier à trouver aussi. Il y a aussi certaines espèces qui sont en tel mimétisme avec leur environnement qu'en fait, sans une loupe, on a énormément de mal à les voir ou à les distinguer. D'accord. Donc, c'est vraiment l'univers du fantastique, d'autant par les couleurs, par leur taille, mais aussi par les phénomènes qu'ils ont. Par exemple, il y a des petits hippocampes, qu'on appelle les hippocampes pygmées bargibanti, Mhm. qui ont les mêmes, on va dire, pustules, même si ça ne fait pas très joli. Ça ne leur rend pas vraiment hommage, qui font des petites pustules, les mêmes pustules que les gorgones sur lesquelles ils vivent. Et ça, du coup, ça commence à devenir vraiment incroyable, quoi. Génial. Et tu disais qu'il faut les voir à la loupe. Alors, est-ce que ça t'arrive du coup de plonger carrément avec une loupe? Alors moi, pas, mais parce que j'ai la chance d'avoir de très bons yeux. Ok. Mais, je recommande souvent vivement aux gens d'en prendre une parce que c'est vrai que ne serait-ce que pour le détail de la bestiole, etc., c'est quand même hyper intéressant de les voir un peu plus grands. Sinon aussi, bah, la photo, la magie de la photo, puisqu'on peut faire des gros plans après. Donc c'est vrai que ça, c'est assez pratique. Et tu sais, moi, j'avais en tête que la macro, c'était justement une activité plutôt dédiée pour la photographie. Mais toi, tu m'expliquais que tu faisais du guidage en macro. Qu'est-ce que Oui. c'est exactement?
Ce sont des plongées spécifiques où on ne va pas aller chercher du gros, du pélagique ou même des plus gros poissons. On va vraiment aller chercher des espèces très particulières, souvent à la demande de certaines personnes, dont par exemple des vidéographes, des photographes, etc., qui veulent certaines images sur certaines espèces. Donc là, on oriente vraiment la recherche d'une chose. C'est-à-dire que si on me dit, je veux voir, on reprend l'exemple de l'hippocampe pygmée, si j'ai un photographe qui me dit, je veux des images d'un hippocampe pygmée, si on trouve n'importe quelle crevette, même si elle est incroyable, on ne s'arrêtera pas. On va continuer, on est là vraiment pour chercher quelque chose. Et sinon, on a des plongées qui sont plus orientées vers le tout petit. Donc, ça va être des sites très particuliers. Par exemple, on peut trouver un mug dive. La mug dive, c'est souvent sur des sites qui peuvent être un peu vaseux, un peu sur des fonds un peu pollués. Malheureusement, c'est comme ça que ça fonctionne aussi. Les hippocampes aiment beaucoup la pollution, par exemple. C'est malheureux à dire, mais ils ont évolué avec leur environnement. Ok, incroyable. Et voilà, donc on va aller chercher, par exemple, des sites de plongée très particuliers où on sait qu'il y a certaines espèces qui vivent, etc. Donc, on ne va pas aller plonger juste en se disant, OK, on va aller découvrir un site. On va aller plonger dans une optique bien particulière. C'est un peu la chasse au trésor, quoi. Ok, génial. Et j'ai l'impression, en fait, pour moi, tu parlais tout à l'heure de nudibranches, donc les fameuses limaces de mer. Pour moi, c'était quelque chose, il n'y en avait qu'une, en fait, tu vois, qui existait. Et plus je me renseigne sur le sujet et plus je plonge et j'entends parler d'espèces différentes à chaque fois, j'ai l'impression que là, c'est pareil. En fait, il doit y avoir des bouquins de limaces de mer et donc des bouquins d'espèces toutes petites à rallonge. Et en fait, qu'il y a énormément d'espèces. Et bien évidemment, pas qu'une seule ou pas qu'une dizaine. Est-ce que toi, tu les connais toutes? Est-ce que tu dirais, ouais, maintenant c'est bon, j'ai vu toutes les espèces toutes petites, ou est-ce qu'à chaque plongée, tu découvres quelque chose? À chaque fois. Okay. Vraiment, à chaque fois, c'est des découvertes. Sinon, ça peut être aussi des comportements. C'est la chance que j'ai d'être régulièrement à l'eau, c'est qu'on peut se rendre compte aussi des comportements animaliers et de voir aussi comment est-ce qu'ils évoluent. Par exemple, j'ai fait une saison en Crète. Bon, alors malheureusement, la Méditerranée est en train de redécouvrir sa santé, on va dire. Donc, ce n'est pas forcément les mers les plus riches en vie. Par contre, c'est intéressant de rester 6 mois, 1 an, 2 ans ou plus sur un même endroit, puisque par exemple, j'ai pu assister à la reproduction des holothuries, donc les concombres de mer. Et ça, c'est vraiment quelque chose, il faut rester sur un site et revenir et revenir et revenir. Et ça, par exemple, c'est quelque chose d'hyper intéressant à voir, d'assister à ça. Ici, en lac, en Suisse, comme tu disais, actuellement, je plonge en lac. C'est pareil, il n'y a pas énormément de vie. Par contre, c'est très intéressant parce que là, en allant plonger régulièrement, j'ai pu assister à toute la chaîne de reproduction des perches, que ce soit de l'œuf, que ce soit de la ponte, aux juvéniles qui apparaissent. Donc ça, c'est vraiment chouette, quoi. Donc, tu vois d'autres choses. Et ça peut aussi arriver avec le tout petit. Par exemple, j'ai eu la chance en Indonésie d'assister en direct live à une ponte de nudibranche. Wow, génial. Et ça, c'est assez incroyable puisqu'en fait, ils pondent des sortes de rosaces. Ok. Et chaque bulle est pondue, chaque bulle de la rosace est pondue. Donc, bon, voilà, tu plonges pour d'autres choses. C'est clair. Et quand tu disais que tu assistais à la reproduction, alors tu as dit un nom que je ne connaissais pas, mais tu as spécifié après, c'était les concombres de mer. Et tout ça, c'est des phénomènes du coup naturels que tu as pu observer, ou c'était naturel, ouais. C'est ce que tu disais que c'est entièrement naturel. Exactement. C'est des périodes dans l'année où il y a des pontes. Après, ce qui est très intéressant aussi, c'est de changer de site. À chaque fois que tu changes de site, il y a un écosystème différent puisqu'il y a des conditions différentes. Par exemple, en Indonésie et à Madagascar, ce n'est pas du tout les mêmes fonds, ce n'est pas du tout les mêmes typographies, ce n'est pas du tout les mêmes courants. Comme tu disais, je fais aussi de la spéléo, par exemple en grotte, ça n'a rien à voir non plus. Donc, mais on croise quand même un peu de vie, donc c'est intéressant de voir plein d'aspects différents, que ce soit eau douce, eau de mer, océan Atlantique, les mers et les océans ne fonctionnent pas pareil non plus. Donc,
pas tout à fait les mêmes vies, les mêmes écosystèmes. Donc, c'est intéressant d'aller voir, d'être curieux et d'essayer d'optimiser au maximum nos découvertes. Moi, c'est un peu ça. Et du coup, à chaque fois que tu descends à l'eau, à chaque fois, tu vas découvrir des choses différentes. Je pense que tu as vraiment ce truc, tu vois, d'exploratrice, d'aventurière quand tu es sous l'eau, qui peut-être qui demande un peu de temps à développer chez les plongeurs. En tout cas, pour moi, je sais que voilà, il y avait déjà la découverte d'être sous l'eau, d'être dans ce nouveau monde sous l'eau, comme je te disais. Et quel conseil tu aurais à des plongeurs comme moi, qui sommes encore au début de de nos expériences en plongée, pour justement aller chercher, tu vois, ce tout petit. Est-ce que je sais que moi, je plonge généralement assez loin, finalement, tu vois, des massifs rocheux ou voilà, pour faire attention à ne rien abîmer. Alors, est-ce que justement, il faut un petit peu plus s'aventurer, s'approcher pour voir tout ça? Alors, effectivement, on n'a rien sans rien. Il va falloir s'approcher un peu parce que plus c'est petit, plus tu es loin, moins tu verras. Après, c'est habituer son œil. Si on veut vraiment voir un peu des espèces macro, il faut d'abord aller chercher dans des bouquins, je dirais, pour déjà repérer une forme. D'accord, ouais. Puisque souvent, elles sont en tel mimétisme avec leur environnement que c'est plus un mouvement. Il faut repérer un mouvement. Sur les crevettes particulièrement, il y a beaucoup de crevettes qui sautent. Donc, à un moment donné, si tu vois un truc sauter, bah, faut se dire, tiens, c'est peut-être une crevette. Ensuite, je pense qu'il faut beaucoup travailler sa flottabilité, puisque c'est une très bonne chose quand on ne maîtrise pas tout à fait sa flottabilité. C'est normal, ça prend. Pour avoir une très bonne flottabilité, ça prend vraiment longtemps. Du coup, si on veut protéger les écosystèmes et les environnements qu'on va visiter, faut quand même faire attention aussi à son palmage, à tout ça. Donc, c'est normal que la macro, ce soit quelque chose qui arrive à un moment donné quand on a quand même quelques plongées derrière soi, qu'on a vu d'autres choses. Parce que ça demande un peu de technique, ça demande aussi une approche assez douce vers l'espèce quand même, parce que souvent, ce sont des choses qui vivent dans d'autres organismes. Donc, du coup, bon, il faut quand même y aller tout doucement, on se rapproche au maximum, donc il faut faire attention aussi à notre équipement, que ça ne touche pas les écosystèmes non plus. Donc, ouais, c'est un petit peu de maîtrise, un petit peu de sang-froid aussi, puisque quand on arrive à un moment donné, si on veut vraiment observer l'animal, il va falloir rester un peu. Donc, plus on va faire de mouvements, plus on va endommager aussi l'écosystème. Donc, c'est vraiment de la finesse, c'est être tranquille. Et puis, bah, si on a un guide, pourquoi pas se servir de lui aussi pour s'approcher. Ça peut s'accrocher à lui pour que lui maintienne la flottabilité et puis bah, que nous, on puisse aller voir tranquillement. En guide macro, on a aussi souvent des sticks sous l'eau pour pouvoir montrer en fait aux gens. Ça fait comme un petit pointeur en fait, et puis on montre sans toucher, sans endommager l'écosystème. Donc ça, c'est aussi des astuces pour approcher gentiment. Mais déjà, regarder dans les bouquins, avoir une idée de ce qu'on cherche. C'est un super conseil, ouais. Tu sais, j'ai remarqué quand sur les plongées que j'ai faites, on m'a souvent montré le livre avec tous les espèces que je peux retrouver à l'endroit où j'ai plongé. Après la plongée, tu vois, on remonte sur le bateau ou on revient à terre et là, l'instructeur va nous dire, ah ben on a vu ça, on a vu ça, on a vu ça. Et là, en fait, je suis en train de me dire, mais c'est certainement quelque chose qu'il est bon de faire avant la plongée pour finalement, ouais, c'est déjà s'imaginer qu'est-ce qu'on va pouvoir voir sous l'eau. Surtout après, c'est aussi énormément de curiosité, c'est-à-dire se dire qu'une espèce sous l'eau, elle vit rarement toute seule. Donc, il va falloir aller chercher. Si, par exemple, les nudibranches, quand on regarde bien, il y a énormément de micro-crevettes qui vivent dessus. Il faut juste aller les chercher. Donc, voilà, c'est beaucoup de choses comme ça. Par exemple, dans les crinoïdes. Les crinoïdes, à l'intérieur, qui n'est pas une plante, mais un animal, cela dit en passant. La crinoïde, qui est assez formidable parce qu'elle peut s'ouvrir, en fait, ou se fermer à volonté. À l'intérieur, il y a des crevettes ou des galatées, une espèce entre le crabe et la crevette, on va dire, si je vulgarise ça au maximum, des galatées qui vivent et qui ont exactement la même couleur que la crinoïde. Donc, il va falloir aller chercher, et si la crinoïde a 2 couleurs, l'animal qui vivra dedans aura 2 couleurs. Donc, il faut aller chercher un petit peu, par exemple, il y a un petit crabe, ce qu'on appelle le candy crabe, qui est assez génial parce qu'il vit dans les alcyonnaires. Et dans l'alcyonnaire, pour se cacher, lui, il va plier
une branche de l'alcyonnaire. Pour trouver ce crabe qui est gros comme mon ongle, là, en fait, il faut chercher la branche cassée de l'alcyonnaire, puisqu'on saura qui sera en dessous, en fait. Donc voilà, c'est vraiment une connaissance des comportements, une connaissance de se dire, ah tiens, ça c'est bizarre, tiens, je vais aller regarder, qu'est-ce que ça veut dire. Ouais, Voilà. tu arrives à obtenir des signes en fait sous l'eau qui te mènent vers ce fameux trésor, comme tu disais. Exactement. Mais la mer nous parle tous les jours. À chaque fois qu'on plonge, elle nous raconte beaucoup de choses. C'est juste à nous de savoir l'écouter. Ok. Et alors pour connaître tout ça, est-ce que tu as suivi une formation en particulier ou c'est de l'expérience d'aller plonger, plonger, plonger? Je vais dire les deux. D'accord. Par contre, je n'ai pas suivi une formation officielle. Par contre, j'ai rencontré des guides, particulièrement en Indonésie sur la macro, qui sont des gens qui ont grandi dedans, qui ont plongé toute leur vie dans ces eaux-là, qui ont des connaissances et parfois des passions incroyables. Et j'ai énormément appris avec les gens, en fait, avec les guides locaux. Et je pense, dont un, et merci à lui, Komang Samba, un homme incroyable, avec des yeux incroyables, une connaissance incroyable aussi, et qui m'a appris, je pense, quasiment tout ce que je sais en macro. D'accord. Et par contre, lui, on a passé des heures et des heures et des heures ensemble à chercher sous l'eau. Il m'a appris à chercher, il m'a appris les symbioses, les mimétismes. Après, c'est pareil, à chaque fois que tu changes d'endroit, les mimétismes, les symbioses ne seront pas les mêmes. Donc, voilà, faut retourner chercher et puis comment ça marche ici. Voilà. C'est un peu. Ouais, tu as vraiment une expertise. T'as vraiment une expertise locale en fait des personnes. J'imagine que quelqu'un qui va très bien connaître son écosystème en Indonésie sera peut-être un petit peu plus perdu au Mexique. Chaque endroit a vraiment son écosystème et son monde marin. Exactement. Alors après, ça se retrouve dans des grandes familles, mais il y a quand même des spécificités qui sont propres à chaque endroit. Donc, par contre, pour la macro, l'Indonésie, ça reste quand même le top du top, quoi. Et oui, je crois que tu y as passé pas mal de temps. Ouais, j'y ai passé 4 ans et ouais, non, l'Indonésie, c'est vraiment des plongées assez incroyables. Si on aime les plongées d'ambiance et macro particulièrement, c'est la Mecque. Voilà. Et est-ce qu'il faut, on n'a pas parlé de ça, est-ce qu'il faut aller profond pour voir ce tout petit? Pas du tout. Au contraire, généralement, le tout petit est plus dans les zones peu profondes. Maintenant, ça dépend, hein. Attention, il n'y a pas de règle générale. Mais non, pas du tout. Au contraire. Les meilleures plongées macro, on va dire, c'est surtout la nuit. Puisque pour moi, une plongée nuit est une plongée macro. À moins de partir sur une épave, mais le réel intérêt de la plongée de nuit, pour moi, c'est la macro. Donc, personnellement, si je plonge de nuit, ce ne sera que pour de la macro. C'est le moment où déjà, tu as toutes les bébêtes de nuit qui sortent. Donc, ça, c'est quand même assez intéressant. Et puis, ce sont vraiment des espèces que tu ne trouveras que la nuit. Et puis, la nuit, l'univers du tout petit sort. C'est le moment où il sort aussi. Okay. Donc, c'est assez intéressant. Et puis, en plus, comme tu es avec une lampe, les yeux se reflètent beaucoup plus vite. C'est beaucoup plus facile à trouver aussi. Oui, tu te focalises vraiment sur un point, du coup. Alors, disons que c'est très drôle, puisque comme tu vas être concentré sur trouver quelque chose de tout petit, s'il y a quelque chose de gros qui passe à côté de toi, tu ne le vois pas. Mais pour de vrai. Ah, il y avait un requin-baleine. Non, mais presque. C'est-à-dire que moi, ça m'est arrivé de me retrouver face à face avec une tortue et pas de l'avoir vue alors que j'étais face à face depuis un petit moment. Mais je ne l'avais pas vue. Je cherchais tellement le truc tout petit que pas vu. Donc, c'est toujours assez rigolo. Mais c'est vrai que voilà, tu ne vas pas plonger dans le même état d'esprit. Voilà, tu vas te concentrer sur d'autres choses. Alors ça m'attire beaucoup, la macro. Par contre, il y a donc une autre activité que tu fais, tu l'as un petit peu abordée tout à l'heure, qui m'attire un peu moins, je dois dire. Mais par contre, je serais curieuse d'en savoir plus et je crois que tu es vraiment expert sur le sujet. C'est donc la spéléologie.
Donc je connaissais ce terme pour voilà, aller dans les grottes, mais plutôt sur Terre, quoi. Mais c'est finalement une activité, tu m'expliquais, qui peut également se pratiquer sous l'eau, dans les grottes. Donc je crois que tu as notamment exercé au Mexique, dans les cénotes. Est-ce Ouais. que tu peux nous Oui. expliquer la particularité de ces plongées? Alors, la plongée spéléo, c'est toujours un peu particulier puisque, effectivement, on connaît la spéléo terrestre. Maintenant, il y a énormément de tunnels et de grottes, de cavités inondées. Donc, il y a aussi des activités qui font spéléo, qui mêlent la spéléo terrestre et la spéléo sous-marine, puisque tu dois passer des endroits secs et inondés. Donc, en fait, c'est des activités qui sont assez complémentaires. Et alors là, si on parle d'exploration, alors là, on est quand même dans le top de l'exploration, à mon sens. Je pense, ouais. Ouais, c'est vraiment des sensations différentes. La plongée spéléo, ça va être en gros essayer d'être dans un labyrinthe et jouer à une espèce de cluedo, on va dire ça comme ça, où on pose une ligne, on pose des marqueurs qui nous indiquent notre chemin. Et puis, on a des règles très strictes et qu'on ne doit jamais dépasser, et pour revenir en permanence. Par contre, ce qui est très intéressant et la spécificité du Mexique et donc des cénotes, c'est que les cénotes sont des puits d'eau, on va dire, qui ont été forgés en pleine jungle. Donc, c'est assez surprenant de prendre ta voiture, ton pick-up, de partir dans la jungle et de te dire, je vais plonger dans la jungle. Oui. Ce qui est assez surprenant aussi, c'est descendre dans un trou, parce que concrètement, alors elles ne sont pas toutes comme ça, mais des fois, tu descends vraiment à l'intérieur d'une grotte, tu descends tout ton matériel. Bon, on a un matériel aussi spécifique, on a besoin de redondance d'air, d'équipement, etc. Donc, on a toujours 2 bouteilles minimum, on a 2 équipements complets minimum, etc. Donc, on a tout toujours en double, en triple, en quadruple parfois. Et puis là, tu vas t'aventurer des fois dans 10 cm d'eau. Donc, tu vas essayer de te mettre à l'eau. Tu dois ramper pour essayer d'aller chercher 50 cm d'eau. Et puis là, après, c'est parti. C'est des particularités hyper intéressantes au Mexique pour moi, parce que tu plonges dans de l'eau douce, parfois de l'eau salée, mais souvent de l'eau douce. Et pourtant, tu arrives à voir des fossiles d'oursins, des fossiles de récifs coralliens. Donc, en fait, moi, personnellement, les sentiments que j'ai ressentis quand je plongeais là-dedans, c'était quelque part, je visite une partie de l'histoire. D'accord. L'histoire géologique. Et ça, c'est incroyable parce qu'on se dit, s'il y a des fossiles de récifs coralliens, ce fut l'océan à un moment donné ou la mer. Et ça, c'est incroyable de dire, et aujourd'hui, c'est dans une cavité à parfois 30 mètres, parfois 5 mètres sous l'eau. Et en fait, il n'y a que nous qui pouvons voir ça. C'est incroyable, en fait. Et de voir des stalactites, des stalagmites, ce genre de choses sous l'eau, voilà, ça n'a pas de mots. Vraiment, ça n'a pas de mots. C'est clair que ça doit être fou. Ouais, tu dois te dire, ouais, tu dois te sentir privilégié d'avoir accès à un monde que peu de gens voient, parce que je sais pas, est-ce qu'il y a beaucoup de plongeurs en spéléo? C'est vraiment une activité qui est quand même assez répandue dans le monde de la plongée, ou ça reste assez rare? Alors ça, très honnêtement, je ne saurais pas te répondre. Si tu vas au Mexique, par exemple, où tout le monde, enfin voilà, les cénotes sont tellement incroyables. Alors, on parlait de mec de la plongée macro en Indonésie, les cénotes, je pense que c'est vraiment la mecque de la plongée spéléo, quoi. Ouais. Donc là-bas, tout le monde plonge spéléo, en fait. Donc ça dépend, c'est comme partout, ça dépend d'où tu vas. Si tu vas en Indonésie, tout le monde plonge macro. Ouais, d'accord. Chaque lieu a vraiment sa spécificité, quoi. Voilà. Mais c'est vrai que c'est encore un autre type de plongée. On plonge plus du tout pour les mêmes choses parce que par contre, il y a très peu de vie. Mais c'est des jeux de lumière. Ça va être, par exemple, moi, je me souviens d'un qui est peut-être un peu moins connu. Et en fait, on passait à travers des grottes qui donnaient des ouvertures sur un bassin de lotus.
Ok. Et du coup, tu plonges en voyant des jeux de lumière comme ça, des puits de lumière avec des stalactites, des stalagmites, des roches et ces lotus, ces racines de lotus et ces lotus dans le lac, incroyable, hein. Enfin, des images ouais, assez époustouflantes, quoi. Et quand tu dis que ça donne accès, voilà, à des lieux un petit peu inexplorés où peu de gens ont accès, je me dis: «Bon, ça me donne envie quand même», parce que j'ai un côté exploratrice. Après, j'ai en tête une image, tu sais, quand tu arrives dans les grottes, donc c'est au cénote, d'une tête de mort et d'un petit message qui te dit, «Ne surtout pas y aller, puisqu'il y a danger de mort, donc n'y va pas». Et là, toi, tu me dis: «Bah, moi, c'est là où je vais». Qu'est-ce que tu ressens quand tu passes ce panneau? Alors, les premières fois, ça te fait toujours très bizarre. Tu te dis, est-ce que je suis vraiment sûre de moi? Mais après, moi, j'ai été formée par quelqu'un d'assez incroyable. Et c'est quelqu'un qui a fait énormément d'exploration, qui a découvert des cénotes, qui a posé ses propres lignes. Donc, enfin, voilà, je pense que j'ai été très bien formée. C'est un homme incroyable dans la plongée spéléo, qui a un sang-froid absolument incroyable. Une chose est sûre, c'est que ce panneau, il est là pour une bonne raison. Je pense que la plongée spéléo, si on a été bien formé et qu'on respecte les règles de sécurité, c'est comme en plongée. La plongée, c'est une activité qui présente des risques, mais pour lesquels on a mis plein de règles de sécurité. Il faut juste les suivre. Ça ne nous met pas à l'abri à 100% d'un accident, mais ça limite quand même beaucoup les choses. Donc, voilà. Après, c'est garder son sang-froid, c'est s'écouter. C'est-à-dire parce que généralement, quand même, si tu pars en plongée spéléo derrière ce fameux panneau, faut être hyper concentré sur ce qu'on fait parce qu'on n'a pas le droit à l'erreur. On travaille sur des lignes, on travaille sur des marqueurs. Si on pose mal notre marqueur, il n'est pas sûr qu'on puisse trouver notre sortie. Si on fait une erreur sur notre ligne, peut-être qu'on ne va pas trouver notre sortie. Donc, enfin, si tu veux, quand tu pars vraiment très concentré sur ce que tu fais, sur ton matériel. Il y a une mise en place qui est quand même assez importante parce que tu vérifies tout 4 fois, 6 fois s'il le faut. Et puis, tu as un moment donné où parfois, tu pars pour des longues plongées aussi. D'accord. Et quand tu as une plongée qui dure 3 heures, ça veut dire qu'il va falloir que tu palmes pendant 3 heures. Waouh. Donc, Okay. tu as intérêt à être prêt physiquement, tu as intérêt à être prêt mentalement parce que si à un moment donné, tu te dis « j'en ai marre », tu peux pas, enfin, c'est pas « je sors de l'eau ». Tu as tout ton chemin retour à faire. Donc, c'est une préparation, je pense, qui est beaucoup plus mentale. C'est être à l'écoute de soi. Et puis après, c'est garder son sang-froid et être très, très, très concentré dans ce qu'on fait. Et tant qu'on présente ça et qu'on ne fait pas d'erreur sur ces lignes, c'est pour ça aussi qu'il faut bien réfléchir avec qui on plonge aussi en spéléo, puisque c'est un peu... on compte aussi sur l'autre en cas de problème, ou si on interprète ou si on fait une erreur de marqueur ou ce genre de choses. C'est pour ça qu'on est deux, quoi, aussi, hein, pour se dire, on est deux à vérifier ce qu'on laisse comme signe de sortie, quoi. Bien sûr, ouais. Et après, du coup, après toutes ces expériences d'aller chercher le tout petit et d'aller t'enfoncer dans des grottes, tu as pris un tout autre chemin qui était celui donc de directrice de croisière. Est-ce que tu peux nous décrire un peu comment se passe ce genre de voyage dédié à la plongée? Alors, il existe plusieurs types de voyages dédiés à la plongée. Il existe des agences de voyage spécialisées pour des voyages plongés aussi. Il y en a beaucoup, en fait. Les liveaboards, très exactement, c'est vous arrivez dans un pays quel qu'il soit, on vient vous chercher à l'aéroport. À partir de là, on vous prend en charge, on vous amène sur le bateau. Et en gros, à partir du bateau, vous ne faites que plonger, dormir et manger. Voilà. Et plonger, et plonger, et plonger. Et en gros, c'est souvent, alors ça dépend quel type d'itinéraire, etc. Hein, ça dépend des destinations, ça dépend de plein de choses. Mais tu as des liveaboards qui peuvent faire 3 jours, comme 15 jours, comme 3 semaines, pourquoi pas. C'est plus rare, mais ça arrive. Voilà, il existe autant de liveaboards qu'il y a à peu près de demandes. D'accord. Il y a aussi des liveaboards spécialement conçus pour les plongées techniques, plongée recycleur, plongée side mount, plongée back mount, enfin un peu tout ça. Donc
Il y a vraiment à peu près tout. Après, une fois que vous êtes sur place, souvent, moi, ce que j'aime bien faire, c'est mêler un peu de terrestre quand même, parce que si on vit en Indonésie, moi, j'ai eu la chance de travailler au Raja Ampat. Et C'est les des Raja îles hein, Ampat, en Indonésie. c'est les îles qui sont tout au nord de l'Indonésie, qui sont en Papouasie, la Yes. partie indonésienne de la Papouasie. Et c'est un endroit encore hyper préservé, c'est assez dingue. Je pense que c'est l'un de mes endroits préférés de la planète. Et par exemple, c'est quand même dommage de faire un si long voyage, si complexe, et de ne pas voir aussi les beautés terrestres. Bien sûr. Donc, personnellement, je sais que j'aime bien proposer. Après, il y a des gens qui ont envie, il y en a d'autres pas. Voilà. C'est un peu au bon vouloir de chacun. Mais c'est vrai que c'est sympa d'ajouter une rando, d'ajouter peut-être. Moi, j'ai beaucoup travaillé sur Bali aussi, où par exemple, je travaillais non pas sur des croisières bateaux, mais sur des safaris terrestres. Puisqu'à Bali, il y a énormément de plongées qui se font en départ depuis la plage. Donc, on n'a pas forcément besoin d'un bateau pour circuler et plonger tous les jours. Et du coup, on faisait aussi beaucoup de visites culturelles quand même, beaucoup de temples, etc. Donc, c'est des mix qui sont hyper intéressants puisque ça te permet de découvrir, quand même d'être axé sur la plongée, mais de faire quand même d'autres choses. Donc, vraiment, 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 si tu es intéressé, pour quiconque est intéressé par les voyages plongés, il existe énormément d'agences de voyage et de spécialisées dans à peu près tout ce que vous voulez. Et aujourd'hui, il existe à peu près tout ce qu'on veut. Il existe aussi, par exemple, ça existe beaucoup en Égypte, des hôtels qui ont un récif juste devant leur hôtel. Et du coup, ils ont créé un centre de plongée, puis tu as des forfaits plongée illimités depuis le bord. D'accord. Voilà, tu arrives, tu n'as pas de guide, il n'y a rien. Enfin, si tu veux, tu peux prendre un guide sur place, mais tu es autonome et puis tu vas faire ça autant que tu veux. Donc, il existe vraiment plein de choses dans le monde de la plongée. Et le safari plongée, ça c'est toi qui m'as appris ce mot-là, cette activité-là, parce que je ne connaissais pas. Mais ça vend du rêve, ouais. Et tu conseillerais, ce que tu me disais, les croisières plongées, voilà, c'est quand même vraiment assez intense en termes de nombre de plongées. Est-ce que c'est quoi? C'est 3-4 plongées par jour? C'est généralement 3-4 plongées par jour. Après, ça dépend des endroits, hein, toujours avoir bien l'offre. Mais c'est généralement ça parce que si tu viens sur un bateau de croisière, une fois qu'on a embarqué, on ne débarque pas. Des fois, ça dure 10 jours, des fois 15. Donc, si tu as une otite, si tu as ton tympan qui perce ou quoi que ce soit, pendant 10 jours, le temps de ta croisière, tu es bloqué sur un bateau. Aïe. Donc, voilà, c'est aussi une expérience de vie. C'est un peu particulier de vivre sur un bateau quand même, mais c'est assez intéressant parce que ça te permet d'accéder, d'aller beaucoup plus loin en navigation et d'accéder à des sites qui sont plus loin, plus rares et sur lesquels il y a moins de gens aussi. Hein, faut pas se leurrer, hein. Je pense qu'on est tous pareils. Hein, on aime bien plonger un peu tout seul. Pas avec des groupes de 300 personnes sous l'eau, quoi. Bien sûr. Et à partir de quel niveau d'expérience tu dirais qu'on peut accéder à ce genre de croisière plongée? Ça dépend, les destinations surtout. Il y a beaucoup de destinations avec des forts courants, par exemple Komodo en Indonésie, où par exemple on va te demander un minimum de plongée. Donc ça peut être 50, ça peut être 100. Il faut vraiment se renseigner sur les destinations. D'accord. Il me semble que les îles Coco aussi au Costa Rica demandent un minimum parce que c'est pareil, il y a quand même beaucoup de plongées avec les requins, etc. Donc il faut faire un peu attention. Même si, attention, la plongée avec les requins ne représente aucun danger. Hein, je précise bien. On l'a déjà souligné dans les épisodes précédents, mais c'est bien de le rappeler. Voilà. Mais bon, voilà, il y a juste un comportement à avoir et surtout comprendre le comportement animal aussi, c'est tout. Mais là, il faut vraiment se renseigner. Maintenant, je dirais que pour quelqu'un qui n'a pas forcément beaucoup de plongée, qui ne sait pas trop, qui a peut-être pas la passion absolue ou le feu sacré pour se dire moi je pars pour 4 plongées par jour, parce que 4 plongées c'est quand même aussi hyper crevant. Je pars pour 4 plongées jour et je fais que ça. À la rigueur, si juste pour un test, faire des liveaboards de 3-4 jours. C'est ça, ouais. Ça peut être
Donc, commencer par un petit, voir si on aime la vie sur un bateau. Le mal de mer aussi, parce que quand on part pour une demi-heure de bateau ou quand on part pour 4 jours, les traversées ne sont pas les mêmes souvent. Les conditions ne sont pas les mêmes non plus. Donc, quand on commence à être malade dès le premier jour, parfois c'est long, 15 jours. Ça peut être compliqué. Voilà, donc pourquoi pas commencer avec des petits trucs, genre 2-3 jours, ça se fait aussi pour aller sur des sites un peu plus larges, un peu plus au large. Et puis, commencer, voir si on aime ça comme ça. Et puis, voilà. C'est ça, ouais. Et tu me disais que tu as vécu la démocratisation et la féminisation de la plongée. Pourquoi tu dis ça? C'était différent comment avant? Alors, ça fait 8 ans que je suis devenue 100% professionnelle. Par contre, ça fait quand même plusieurs années. Enfin, j'ai commencé à plonger bien avant. J'ai été guide pour une association, etc. Et c'est vrai que, alors peut-être aussi que c'était les endroits où moi je plongeais, c'était La Réunion, Madagascar, l'île Maurice, c'était l'océan Indien plutôt de l'autre côté. Et peut-être que c'était aussi une particularité de là-bas qui était très masculin, mais je ne crois pas. Quand j'ai commencé à plonger, on n'était vraiment pas beaucoup de femmes à plonger. Et quand moi, par exemple, j'ai passé mon niveau 3 il y a 12 ans, au niveau 3 de la Fédération française, j'ai subi des remarques misogynes, et pas qu'une fois, pas que d'une personne, comme quoi les femmes, on n'avait rien à faire à 60 mètres, ni en plongée profonde. Et pareil en plongée nuit, on a déjà, quand j'étais guide pour une association, on a déjà refusé de plonger avec moi en tant que guide parce que j'étais une femme. D'accord, wow. Voilà, j'ai vécu des situations quelque peu rocambolesques, dirons-nous. Et c'est vrai que ces dernières années, j'ai pu constater qu'il y a énormément, enfin voilà, il y a eu quand même la démocratisation de la plongée en règle générale. La plongée est devenue une mode, c'est une activité à la mode. Ouais. Chose qui n'existait pas quand moi j'ai commencé la plongée, ou pas à ce point-là en tout cas. Et là, ça fait vraiment 5 ans, allez hop, tout le monde plonge. Ça, c'est ce qui est très bien, moi je suis très contente. Mais c'est vrai que ça a ouvert aussi beaucoup la féminisation et on va dire aussi que la plongée, c'est très international. Et comme nous avons quand même une clientèle qui reste très masculine, eh bien, j'ai l'impression que professionnellement, les femmes sont assez reconnues. Et en fait, les femmes, d'office, anatomiquement, nous respirons moins, donc nous consommons moins. Généralement, en palmage, on est assez bonne. Donc, voilà, il y a une démocratisation. Il y a de plus en plus de femmes qui deviennent professionnelles et qui sont de très bonnes plongeuses, qui sont en plongée technique. Et il y en a qui ont des sacrés niveaux aussi. Et de plus en plus, on peut trouver à CV équivalent le job sera pour la femme. Et je pense qu'il n'y a pas beaucoup de domaines où c'est comme ça, ouais. Ah ouais, donc c'est assez intéressant quand même à voir. Mais c'est vraiment cette espèce de mode qui est devenue la plongée, qui est assez rigolote. Et puis que ça s'ouvre, que ce soit ouvert comme ça d'un coup aux femmes. Après, il y a aussi PADI, l'une des grandes fédérations mondiales. Je pense que tout le monde connaît PADI si on plonge un peu. Qui, eux, peut-être plus à l'américaine, ont un système d'évolution qui peut faire du bien aussi. C'est américain, c'est bien, c'est pas bien, peu importe ce qu'on en pense, mais qui ouvre énormément à la compétence. Et ça, c'est quand même bien aussi. C'est quand même bien sur les bateaux de croisière, etc., que ce soit la compétence réelle qui soit reconnue, quoi. Avec ce système américain, ils ont le marketing, ils ont la communication. Ils ont rendu ça populaire. Ils ont réussi à le rendre accessible à tous. Plonger sans palier, c'est plonger aussi différemment. Et effectivement, on règle un problème quand même assez important. Donc voilà, ça rend plus accessible la chose. Et en ça, alors, il y a 5 ans, il y a eu vraiment un truc genre, mais
tout le monde a commencé à plonger. C'était dingue. Moi, tout le monde commençait à me parler de plongée, alors que quand moi, j'ai commencé la plongée, j'en parlais. Je me souviendrai toujours, il y a quelqu'un qui a un peu cru que quand je lui disais je suis plongeuse, il pensait plongeuse vaisselle de restaurant. Et c'est là où et aujourd'hui, si tu dis plongeuse, mais tout le monde, et jamais on fera plus jamais aucun lapsus. Et c'est ça qui est rigolo, en fait. Et au final, moi, ça fait 13 ans que je plonge. Ouais. Donc, tu vois, et c'est très court au final, 13 ans. Donc, c'est clair, tu vois, c'est assez rigolo, quoi. C'est sûr, ouais. Ouais, ils ont vraiment réussi c'est tout le marketing qui est derrière de ce sport qui a permis ça, quoi. C'est ça. Alors après, cool. On est pour ou on est contre, le débat n'est absolument pas là. Bien sûr. Mais en tout cas, voilà, ils l'ont rendu vraiment, ils l'ont rendu populaire. Ils ont rendu la plongée populaire. Bah écoute Anne, merci beaucoup pour ton temps et d'avoir partagé avec nous toutes tes expériences. Je pense qu'on pourrait passer encore des heures et des heures sur tout ce que tu as accompli en plongée. Et franchement, bravo à toi parce que c'est déjà une super belle carrière. Et je crois que tu vas la continuer prochainement en te dirigeant vers les Açores. Oui, je pars dans quelques semaines pour faire la saison là-bas, oui, effectivement. Fais une bonne saison là-bas. Merci beaucoup, Audrey. Merci pour ton écoute. Merci d'avoir écouté cet épisode. N'hésitez pas à le liker, le partager un max et à vous abonner pour découvrir les prochains plongeurs du podcast La Tête en Mer. À bientôt!